Alors, quel est le point commun entre des consoles de jeux rétro, des mangas des années 80-90, des films plus ou moins réussis, des publicités pour les jeux vidéo toujours de bon goût, mes années collège et une crevette? Ah, c'est un appel à l'aide. Player One, on a besoin de toi. On est dans un tourniquet. Il hurle comme 1000 frelons sur un champ de bataille. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un voyage dans le temps, un voyage dans mes années collège, un voyage à une époque où les moins de 30 ans, voire même les moins de 40, ne peuvent pas connaître. L'époque où était édité Player One. Donc, cet ouvrage-là que je vous présente, Player One, l'ultime hommage, édité par les éditions Pix and Love, est un ouvrage donc qui raconte l'histoire de ce magazine Player One, magazine qui a une place un peu particulière dans ma mémoire. J'irais même dire dans mon cœur, parce que c'est une Madeleine de Proust, hein, comme je vous disais, c'est un voyage dans le temps. Je vais un peu recontextualiser et vous allez comprendre pourquoi ça tient une part importante dans mes souvenirs. Pour ça, il faut remonter à une époque où, pour pouvoir profiter du jeu vidéo, grosso modo, on n'avait que deux méthodes. La première méthode, c'était les bornes d'arcade. Sauf que là, moi, je vous parle d'une époque où moi, je devais avoir entre 14, 15 ans, 16 ans, peut-être. En tout cas, j'étais au collège. Et les bornes d'arcade, généralement, on les trouvait dans les bars, hein. Et c'est pas le genre de lieu où nos parents aimaient nous voir traîner et où les tenanciers de bar n'aimaient pas non plus voir des gamins traîner, puisque on n'est pas censé être dans un bar en dessous de 16 ans. L'autre lieu où on pouvait éventuellement jouer aux jeux vidéo sur borne d'arcade, c'était les salles d'arcade. Les grosses salles d'arcade type La Tête dans les Nuages à Paris, parce que La Tête dans les Nuages existait déjà à ces époques-là. C'était une salle qui était dédiée aux bornes Sega, majoritairement à l'époque, avec le fameux simulateur Afterburner qui tournait sur 360 degrés, qui m'a fait rêver, mais j'ai jamais pu l'essayer. Enfin bref, plus que ces salles-là, c'était plus les petites salles d'arcade. Alors on appelait ça les salles d'arcade, mais c'était plus un lieu où il y avait 3-4 bornes d'arcade, généralement sur les lieux de vacances, où on claquait tout notre argent de poche lorsqu'on était en colonie de vacances. Ce genre de choses, puisque à l'époque les jeux vidéo étaient surtout faits pour vider et siphonner les tirelires des jeunes, puisque les jeux étaient très difficiles et généralement on ne passait jamais le premier niveau. Donc quand on y arrivait, on se faisait ratatiner au deuxième niveau en ayant déjà claqué 20 ou 25 francs. Alors c'est pas grand chose aujourd'hui, hein, surtout si on le rapporte à l'euro, mais pour un petit jeune de l'époque, ça peut être l'argent de poche mensuel. J'ai de très mauvais souvenirs de Ghost and Goblin où sur l'île d'Oléron où j'ai vraiment claqué tout mon argent de poche. Donc voilà. L'autre solution pour jouer aux jeux vidéo, c'était de posséder un ordinateur. Les ordinateurs en vogue à l'époque, c'était essentiellement les ordinateurs Amstrad CPC. Alors le 6128 ou le 464. Alors, si je retrouve des photos, je vous illustrerai ça. Le 6128 étant un ordinateur à disquette, hein, donc qui chargeait relativement vite, et le 464 un ordinateur à cassette, hein, c'était les mêmes cassettes que les cassettes audio qu'on avait à l'époque, sauf que là par contre on mettait la cassette, on appuyait sur lecture, on allait faire une partie de foot avec les copains où on commençait un bon bouquin, et c'est seulement au bout de, ça me paraissait être une éternité, c'était peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je pourrais pas vous dire, mais de mémoire ça me paraissait être une éternité, on pouvait enfin jouer. J'avais un ami qui avait un 464 et c'est vrai que c'était magique pour nous parce qu'on pouvait enfin jouer aux jeux vidéo à la maison, mais fallait être motivé, hein. Et bon, c'était à peu près tout.
Et quand je suis rentré au collège, j'ai un camarade de classe qui m'a parlé d'un jeu auquel il avait joué chez un copain qui s'appelait Mario Bros, qui était sur une console, une console de jeu, d'accord, je voyais vaguement. Les seules choses que j'avais vues qui ressemblaient à une console de jeu chez une tante éloignée, c'était les consoles de jeu Atari avec les soi-disant jeux de sport qui se résumaient à deux rectangles qu'on faisait bouger de chaque côté de l'écran en faisant rebondir une balle, enfin un pixel carré quoi. Donc voilà, j'imaginais mal ce que c'était. Et un jour, sur une foire, alors je pense que c'était à Foire Saint-Martin à Pontoise, j'ai vu une espèce de borne avec une télé, deux manettes grises rectangulaires fixées sur cette borne, et en dessous un espèce de rack avec des rectangles et des boutons en face de chaque rectangle. Et donc, c'était une espèce de borne de jeu où on appuyait sur les boutons et qu'on sélectionnait le jeu. C'était une borne de démonstration et je me souviens que par contre le système de sélection de jeu de mémoire ne fonctionnait pas et donc moi j'ai joué à un jeu où on rentrait dans un château et on devait éliminer des espèces de fantômes, de chauves-souris avec son fouet. Alors, vous avez tous compris que mon premier contact avec cet univers du jeu vidéo domestique, c'était sur une borne de présentation de la NES à l'époque, 8 bits, et c'était sur Castlevania. Donc là, comme tous les gamins, moi et mon frère, on a demandé à nos parents de nous acheter une console de jeu pour Noël. Donc ça a été le cadeau familial et bon, par contre on n'a pas eu la NES, on a eu la Master System parce que mes parents achetaient les cadeaux de Noël sur un catalogue de vente par correspondance, les 3 Suisses de mémoire, et il n'y avait pas la Nintendo, il y avait la Master System, mais si cette console m'était parfaitement inconnue, à l'époque on n'était pas du tout dans cette mouvance de Sega contre Nintendo. Par contre les titres des jeux qui étaient disponibles sur cette machine nous faisait rêver. On parlait de Double Dragon, d'Afterburner, de Outrun, Shinobi. Donc des jeux qu'on avait vus dans les cafés pendant nos vacances, et là on pouvait les avoir à la maison. Donc c'était quelque chose vraiment de particulier. Mais c'était une époque, et on va en revenir tout de suite, parce que je vois que le temps passe et je vous ai même pas encore présenté l'ouvrage, mais c'était une époque où il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'émissions télé consacrées aux jeux vidéo. Notre seule source d'information à l'époque, c'était soit dans les magasins, les vidéos démonstrations qu'il y avait dans les rayons. Et quand je parle des magasins, c'était bien souvent les supermarchés, parce que les magasins de jeux vidéo, il n'y en avait pas. Je pense qu'il n'y en avait pas du tout à l'époque, ou très peu. Et même les vidéos de jeux vidéo sur des télés hautes dans les rayons, il n'y en avait pas énormément, voire pas du tout aussi. Donc on prenait les boîtes quand il y avait accès, parce que bien souvent c'était également dans des armoires sous clé, il fallait demander à un vendeur de sortir le jeu, donc voilà. C'était les images des boîtes, c'était les photos également sur les boîtes. Et pour ce qui est des boîtes Master System, croyez-moi, elles étaient plutôt moches. Donc on se basait que là-dessus pour choisir nos jeux, ou alors dans le cadre de Sega, comme c'était des adaptations de jeux d'arcade, où on savait, voilà, le jeu d'arcade était comme ça, on voulait l'avoir à la maison, mais alors des fois, il y avait des portages qui étaient catastrophiques. Il y en a eu des très bons. Je me souviens du portage de Golden Axe sur la Master System, qui a été fait avant la version Mega Drive, qui était excellent. Franchement, j'ai adoré. Mais voilà, on n'avait pas beaucoup de sources d'informations, et surtout les jeux, c'était pas comme aujourd'hui. Je veux dire, à notre époque, si on pouvait avoir 1 ou 2 jeux vidéo dans l'année, c'était le maximum. Ça coûtait très cher, c'était le cadeau d'anniversaire, c'était le cadeau de Noël, et des fois c'était même le cadeau de plusieurs personnes. C'était le cadeau de papy-mamie avec les parents, voilà. Donc fallait pas se rater. Et à l'époque également, la presse spécialisée n'était pas orientée console de jeux vidéo. La presse spécialisée était orientée ordinateur, et essentiellement ce fameux Amstrad 6128 ou 464. Il n'y avait pas de magazine qui parlait essentiellement des jeux vidéo de consoles de jeux. On avait parfois quelques pages dans ces magazines-là consacrées donc à l'ordinateur et à l'informatique sur les consoles de jeux vidéo et sur les jeux de ces consoles, mais c'était vraiment sur un magazine de 30 ou 40 pages, on avait peut-être 2-3 pages, pas plus.
Donc très frustrant. Et là-dessus est arrivé Player One, le premier magazine 100% consacré à la console de jeu. Et c'est un hommage à ce magazine qu'est cet ouvrage. Il existe deux éditions de cet ouvrage. Il existe une édition collector qui reprenait les couleurs des couvertures de Player One, c'est-à-dire dans des tons plutôt blanc, bleuté, gris, et des tas de goodies. Il y avait un poster, il y avait plein de choses. Et une édition standard, hein, celle que j'ai, parce que malheureusement, quand j'ai voulu me procurer ce livre, que j'en ai connu l'existence et que j'ai voulu me le procurer, eh bien ce livre n'était plus disponible en édition collector. Donc un très bel ouvrage, comme vous voyez, plutôt épais, doré, qui reprend la signalétique de Player One à l'époque, une illustration d'Olivier Vatine, donc l'illustration qui représente la mascotte de Player One à l'époque, donc Sam Player, on en reparlera un petit peu plus tard. Olivier Vatine, donc dessinateur de BD très talentueux que je connaissais à l'époque. J'ai connu plus tard. J'avais pas percuté qu'il avait fait les premiers dessins de Sam Player, puisque c'est le nom de la mascotte. Mais je l'avais vu. Je possède des albums Star Wars qu'il a dessinés. Alors, donc cet ouvrage, alors on va pas le feuilleter page après page, hein, puisqu'il y a quelque chose, je crois, comme 300 pages. Donc ici, Sam Player. Donc comme vous voyez, c'était l'archétype plus que la caricature, hein. C'était l'archétype de l'adolescent des années 90, le jean troué, la casquette, les cheveux longs, le bandana autour du cou, l'air un peu rebelle, les baskets aux pieds, donc vraiment l'archétype de l'adolescent de l'époque. Ici, bon, le préface, les avant-propos. Ce qui est amusant pour ceux qui connaissent Player One, c'est que l'intérieur du livre, comme vous voyez, reprend les mises en page du magazine d'époque, hein, donc la couleur, hein, le cartouche et le tour des pages rouges avec les bandes de couleur ici. L'édito, donc cet effet un peu marbré des pages qui était typique de Player One, en tout cas dans mes souvenirs, c'est comme ça. Ici le sommaire, identique également, hein, c'est vraiment, ce livre est vraiment un hommage à Player One, il est construit de la même façon. Donc avec en première partie le courrier des lecteurs, donc ça reprend quelques lettres des courriers des lecteurs d'époque, et un peu plus loin ça sera marrant parce que ce sont des lettres qui ont été envoyées d'anciens lecteurs comme moi. Alors moi j'ai pas envoyé de lettres, hein, mais bon voilà, des photos, des témoignages. Ici bon, des petits délires avec des couvertures qui n'existent pas, des anecdotes, hein. Ici, la frise chronologique qui raconte donc de la création de Player One, donc septembre 1990, numéro 1 de Player One. Player One, donc, qui sera édité donc de septembre 90 jusqu'à, je crois, janvier 2000. Hein, comme beaucoup de choses, Player One va voir ses ventes chuter avec les débuts de l'Internet et d'autres choses. Donc voilà. Donc là, on va pas reprendre, mais ça parle essentiellement, ça reprend mois après mois, puisque c'était un magazine qui était mensuel. Alors j'ai jamais été abonné, hein, j'allais le chercher en librairie, et moi je crois que j'ai dû commencer les premiers numéros, les 3 premiers numéros, je crois qu'on me les a prêtés, parce que je séchais sur un jeu, hein, comme je pense vous l'avoir dit au début. Donc c'est un copain qui m'avait prêté ça, et par la suite j'allais chercher mon magazine tous les mois. Alors, je crois pas que j'ai suivi jusqu'à la fin en 2000. Et donc là, on reprend l'effet marquant de chaque numéro. Donc là, par exemple, septembre 95, la sortie de Manga Player. J'ai quelques numéros de Manga Player. Et Manga Player, ça me parle parce que c'est là-dedans que j'ai découvert des séries emblématiques comme Ghost in the Shell, 3x3 Eyes. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi? You Under Arrest, I My Godness. Donc j'ai découvert ça dans Manga Player. Donc bon voilà, hop, on va passer ça un peu plus rapidement. Et donc voilà, janvier 2000, dernier numéro. Et fin de l'aventure Player One. Ici les couvertures des magazines Player One et qui ont un rapport avec Player One. Alors pourquoi Amstrad 100%? Comme je vous disais, ce
ce qui avait le vent en poupe à l'époque, c'était le CPC 6128 principalement. Et donc, il y avait un magazine qui existait, qui s'appelait Amstrad 100% CPC. Et c'est l'équipe qui travaillait sur Amstrad 100% qui est à l'origine de la création de Player One. Donc automatiquement quelques couvertures d'Amstrad avant d'arriver donc sur les couvertures Player One. Et si vous pouvez le voir, hein, parce qu'il y a certaines couvertures qui sont grandes, d'autres qui sont plus petites, le point commun de toutes les couvertures jusqu'à un certain moment, c'est la présence de Sam Player, donc la mascotte. Repris et dessiné par divers dessinateurs, hein, ça n'a pas toujours été Olivier Vatine, et on voit par exemple que l'illustration donc de couverture de cet ouvrage, c'était l'illustration du numéro 23 de Player One, qui célébrait donc le 2e anniversaire de Player One. Donc pareil, hein, comme je vous disais, vous voyez la mise en page des couvertures avec les titres, les petites bandes de couleurs sur le côté, là, comme on le voyait tout à l'heure. Et Sam Player disparaîtra de la couverture, en tout cas, à partir du numéro 42, pardon, en mai 94. Alors ils expliquent dans ce livre le pourquoi du comment ils l'ont fait disparaître. Vous avez également des dérivés de Player One, hein, puisqu'il y a eu Nintendo Player. Alors ça, on en reparlera un petit peu plus, mais tous ces magazines de consoles, hein, il n'y a pas eu que Nintendo, hein, il n'y a pas eu que Player One, tous ces magazines de consoles étaient un petit peu accusés de pas être forcément impartial, et on sentait, alors pas forcément l'ensemble de la rédaction, mais on voyait que certains, testeurs, on parlait pas de journalistes, on parlait de testeurs. Certains testeurs étaient vraiment pro Nintendo, pro Sony, pro Sega. Manga Player, voilà, donc je vous en parlais tout à l'heure, hein, pareil. Donc là, c'était un magazine mensuel également, donc qui est sorti de octobre 95. Je crois que le dernier était en 99, c'est ça, voilà. Hein, il est mort en même temps que Player One, et donc il y avait que des extraits, il y avait des chapitres de manga, et puis il fallait attendre le mois suivant pour voir la suite. Hein. Donc Player One, c'était en effet un magazine de jeux vidéo, mais c'était aussi un magazine de la culture geek. Et la culture geek passait également par le cinéma. Il y avait des articles sur le cinéma. Akira, dont j'ai entendu parler dans Player One, et je dois avouer que quand ils ont donné la date de sortie, donc c'est voilà, au cinéma, c'était le 8 mai. J'ai jamais réussi à le voir au cinéma parce qu'il fallait aller le voir sur Paris. Et quand la cassette vidéo est sortie, je me souviens, je suis allé à mon supermarché le jour même de la sortie de la cassette vidéo. Ils étaient en train de la mettre en rayon, et le gars, il a même pas eu le temps de poser le boîtier sur le rayon, que je lui ai pris des mains pour la mettre dans mon caddie. Je voulais absolument voir cet animé, parce que dans Player One, ils en parlaient, et ça m'avait vraiment fait rêver. Et par la suite, j'ai acheté les mangas, je les avais pas lus à l'époque, parce que le film, j'avais rien compris. Ici, une des catégories de Player One, hein, c'est en vitrine à Tokyo, donc c'était les jeux vidéo qui étaient au Japon, mais pas encore importés en France, donc pareil, ça nous faisait rêver. Bon là, ici, vous avez quelques anecdotes, hein. Il y a beaucoup d'anecdotes, hein, dans ce livre, puisque c'est un livre de souvenirs, hein. Il a été rédigé par Chris Fighter, qui est donc un des rédacteurs de Player One, et il a également contacté plein de personnes pour témoigner. Là, ici, par exemple, alors je l'ai vu tout à l'heure, là, l'Antre du Méa, donc youtubeuse que je suis assez souvent, il y a beaucoup de choses qui parlent. Ici, j'ai vu Maitri, alors eux, ils sont connus, c'est des groupes coréens qui font comment ça s'appelle, qui reprennent des musiques a cappella, et ils reprennent des musiques de jeux vidéo. Edouard, alors si vous connaissez pas Edouard, je vous envoie vraiment sur sa chaîne de jeux vidéo, qui fait du rétro gaming. Alors il y a plusieurs parties, hein. Les premières saisons, il présentait des jeux, par la suite il a un peu scénarisé. En ce moment là, il fait des vidéos consacrées à des jeux très vintage, mais limite injouables aujourd'hui. Je crois que ça s'appelle l'Aube du Pixel. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Japan Tour et lui faire dédicacer une mini NES, hein. Tenez, hop là,
elle est juste ici. Voilà. Vous voyez, moi aussi, je suis resté sur la rétro. Hein. Vous voyez, là, j'ai la mini NES. Et j'ai également la mini Mega Drive. Après, j'avoue que j'ai aussi des émulateurs pour jouer aux jeux de ma jeunesse. Donc, encore les époques Player One. Donc là, des tas d'anecdotes sur la création de Player One. Alors, toutes ces illustrations-là ne sont pas issues de Player One, mais il faut le remettre dans le contexte. Les plans, les années, voilà, les années Player. Voilà, c'est vraiment ça, ça me parle. La console de jeu Amstrad qui a été un vrai bide. Le Game & Watch qui a été les premières, les premiers aussi, j'avais oublié ça. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo avec les Game & Watch, mais c'était vraiment très archaïque. Ah, ici, hop, je vais vous montrer. En petit ici, vous avez Cyril Drevet, qui est donc le fils de Patrice Drevet. Ça vous parle peut-être, hein. Patrice Drevet, c'était un journaliste qui avait fait le Journal des Jeunes, je crois. Il a fait aussi une autre émission qui s'appelait Drevet vend la mèche. Donc c'est des choses qui me parlent, moi, c'est ma jeunesse. Et son fils, donc Cyril Drevet, a débuté sa carrière de journaliste au sein de Player One. Son pseudonyme, c'était Crevette. Alors, tous les journalistes avaient des pseudos. Il y avait Iggy, l'ami des petits, je crois. Il y avait Matt Murdock, il y avait Chris Fighter, il y avait Crevette et plein d'autres. Et donc Cyril Drevet par la suite a travaillé un petit peu avec Dorothée. Il a présenté sur la 2 Télévisator 2. On en reparlera peut-être un petit peu plus loin si on tombe sur les pages avec certains jeux vidéo. Et aujourd'hui, je crois qu'il est journaliste sportif. Il a également fait une vidéo sur les années de Télévisator 2 et il a fait une vidéo également où il découvre cet ouvrage. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai parce que ce sont des vidéos qui sont vraiment très très sympas à regarder. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, comme moi, ça c'est assez sympa, il ramène plein de souvenirs de l'époque. Donc ici, il parle de plein de choses, il parle de la façon dont ils ont créé Player One, comment l'ambiance était à l'époque où ils n'avaient pas l'impression de travailler, mais que des fois ils passaient toute la nuit à tester des jeux, que c'était la galère pour prendre des photos parce que comment dire, il n'y avait pas d'appareil comme aujourd'hui pour les captures d'écran. Il fallait mettre la télé. Ils expliquaient qu'ils mettaient la télé dans un carton avec dans une pièce noire. Ils prenaient la photo en espérant, enfin en rafale, en espérant choper la photo qui allait permettre de faire la capture d'écran qu'ils désiraient. Là, c'est un article comparé qui parle des filles dans l'univers Player One, parce qu'il y a eu des filles. Hein. C'était un univers très masculin, le jeu vidéo, mais il y a eu quand même pléthore dans l'équipe, il y a eu pas mal de représentantes du sexe féminin. Et pourtant, à l'époque, c'était pas quelque chose de très commun. Donc là, il parle de différentes choses. Je vous dis, c'est vraiment un recueil d'anecdotes. C'est aussi très très intéressant sur l'époque, de la façon dont était perçu le jeu vidéo, dont était perçu le journalisme sur le jeu vidéo. Parce que c'était un sous-genre. Il ne faut pas rêver, hein, au même titre que être journaliste pour l'animation japonaise, c'était pas bien vu. Là, Jean-Pierre Papin qui a été pris en photo en train de lire Player One. Alors, je crois que c'était pour un jeu sur le foot qui sortait sur Super Nintendo. Pete Sampras, Ayrton Senna. Voilà, il y a vraiment des. Je vous dis, il y a des photos, mais ça va pas beaucoup vous parler. Vous rappelez peut-être certaines choses. Bon, ça, c'est encore des anecdotes, hein, plein d'anecdotes. Les goodies qui étaient fournis avec le magazine, donc le poster d'Akira. On revient toujours sur Akira, Shinobi, le poster de la première couverture, Dragon Ball évidemment, Street Fighter 2. Quand Street Fighter 2 était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Ça a été un énorme succès. Nintendo a vraiment marqué beaucoup de points à l'époque. Et donc, Player One avait sorti un numéro spécial avec un petit livret qui donnait donc toutes les caractéristiques des personnages, les différentes manipulations, quelle technique prendre pour tel personnage ou tel personnage. Voilà, c'est pour vous dire l'impact qu'avait eu cette sortie à l'époque. Ils avaient sorti aussi un petit cahier avec des petites annonces si vous souhaitiez vendre votre console ou des jeux, des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment marché, de mémoire. Ghost in the Shell, hein, on en parlait. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est bien une illustration de Shiro.
mais pas du tout de Ghost in the Shell, hein, ça n'a rien à voir avec le manga. Ici, vous avez des photos tout petits de Street Fighter, le film, avec Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, qui jouait le rôle de Camille, Jean-Claude Van Damme qui jouait le rôle de Guile. Et comme je vous disais, ça parlait également de l'animation japonaise. Hein. Vous avez ici Aria, les chroniques de la guerre de Lodos, Dragon Ball Z, hein, bien sûr, un incontournable des années 90, hein, je le rappelle. Ça parlait de films aussi comme Crying Freeman. Ici, il y a encore une fois Ghost in the Shell, Virtua Fighter. On avait également des... Alors ça parlait de cinéma, donc Star Wars, quand l'édition spéciale est sortie. On avait parfois en goodies des stickers pour customiser les consoles. Donc là, c'est un hommage à un journaliste. Alors j'ai son nom, honte à moi, j'ai son nom qui me sort de la tête. Alors je sais, son pseudo c'est Gambas, mais je me souviens plus du tout quel était son nom. Donc voilà, beaucoup de lectures. Ah bah voilà, on parlait de Télévisateur 2, et ici vous avez une photo donc, de Cyril Drevet, donc le fils et le père Patrice Drevet. Ici, ça doit être Cyril Drevet et Ness, il me semble, de mémoire, je suis pas certain. Parce qu'il y a une autre jeune fille qui a présenté quelques émissions avec lui au début. Virtua Racing, donc une course, un jeu de simulation de Formule 1. Et eh bien, à la fin de Télévisateur 2, un candidat pouvait affronter Cyril Drevet sur ce jeu. Et je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi à le battre. Et encore, c'est parce qu'il y avait eu un handicap pour Cyril. Il était parti quelques secondes ou quelques minutes après le joueur et je crois qu'il avait failli le rattraper. Donc voilà. Oui, non, je crois que c'est elle. C'est Céline Dubois que l'on voit sur l'autre photo. Elle a été remplacée par la suite par Ness. La compile Player One. Alors la compile Player One, c'est un hors-série qui est donc sorti. Alors, je sais plus quand exactement, il y a peut-être la date, je suis en train de chercher, mais je ne le retrouve pas. Et donc la particularité, c'est qu'il y avait eu donc un petit magazine avec, mais surtout il y avait un CD avec des musiques de jeux vidéo. Et certaines musiques avaient été réorchestrées et rejouées version rock par Matt Murdock. Et si je n'ai plus le magazine, le CD, je l'ai toujours, hein, comme vous voyez. D'ailleurs, la musique que vous entendez en début de cette vidéo est tirée de ce CD, hein, intro player. Donc 1 minute 10, voilà, et il y a plein d'autres jeux, plein d'autres musiques de jeux. À savoir que à l'époque, Nintendo n'avait pas accepté l'utilisation des musiques de ces jeux, et pourtant, on a des musiques de Castlevania sur ce CD, simplement parce que bah, ils avaient joué un gros coup de poker et ils avaient contacté directement Konami, donc l'éditeur du jeu Castlevania, pour leur demander l'autorisation d'utiliser leur musique. Konami avait accepté et bah, du coup c'était plutôt passé sous les radars, mais ça n'avait pas été gagné d'avance. Donc j'ai toujours le CD NES, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, rien à voir avec la console. Patrice Drevet encore, hein, qui a participé à l'aventure. Donc là, vous voyez, beaucoup d'illustrations, mais aussi beaucoup de textes, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de photos de jeux vidéo, beaucoup de souvenirs. Comme je vous disais également, par la suite, d'autres publications, hein, vous détaillez bien, d'autres publications sont sorties sur les consoles de jeux. Donc vous aviez Console Plus, Joypad, donc qui étaient des magazines généralistes, hein, toutes consoles confondues, et vous aviez également des magazines plus dédiés à certaines consoles, comme la PlayStation Magazine, donc spécial Metal Gear Solid, évidemment. Donc voilà, donc là des journalistes qui parlent de Joypad, enfin Player One vu par les journalistes de Joypad. Ici, Hideo Kojima, donc le créateur de Metal Gear et d'autres jeux, Death Stranding, je cherchais le nom. Donc ici,
Donc là, si je me souviens aussi, voilà, c'est ça, c'est Cyril Drevet, mais un peu plus récent. Voilà, les années passent pour tout le monde, moi y compris. Et donc, comme je vous disais, des tas de souvenirs. Ici, un questionnaire pour voir si on se souvient bien des années Player. Et ensuite, vous avez le top 5 de chaque rédacteur de Player One qui a pu être contacté, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu tous être retrouvés. Et certains même ne se souvenaient plus beaucoup de cette période Player One. Donc, chacun parle de ses jeux préférés. Et s'il y en a un qui était pro Nintendo, c'est bien Crevette. Et je voulais vérifier, bah oui, Tetris en 5e position sur la Game Boy, F-Zero 4e position sur Super Nintendo, Bomberman NEC PC Engine. Pour ceux qui ont connu, c'était une console japonaise qui n'était pas super connue en France. Et surtout pas facile à trouver, c'était de l'importation, tous les jeux étaient importés, rien n'était traduit. Legend of Zelda sur Super NES et Super Mario World sur Super NES. Donc là, sur 5 jeux, on en a 4 sur Nintendo et une sur NEC. Donc oui, bon oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les testeurs n'étaient pas forcément impartials et surtout, les notes, c'était du n'importe quoi. C'était des pourcentages, donc on avait une note globale pour le jeu, et après c'était jouabilité, graphisme, musique, difficulté. Tout ça, c'était des pourcentages, mais c'était noté. Il n'y avait pas de réel barème, c'était noté, je vais pas dire au feeling, voilà. Donc et comparé aux jeux qui étaient déjà connus. Donc si vous preniez un jeu qui cassait la baraque, qui révolutionnait tout, et ben tout de suite, ils avaient tendance à lui mettre des notes genre 97, 98. Je crois même qu'il y a un jeu qui a eu 99%. Mais voilà, la technologie avance, les jeux aussi, et qu'est-ce qui se passe quand il y a un jeu qui passe et qui devient meilleur, et voilà. Mais ça nous permettait, nous, consommateurs, de se faire une idée sur certains jeux, même si, je le redis encore, les tests n'étaient pas impartials, donc des fois, on se mettait arrivé sur des choses... et on avait quand même quelques déceptions, mais au moins c'était mieux que de se contenter des jaquettes des jeux vidéo. Donc là, vous avez une interview aujourd'hui des anciens rédacteurs de l'époque, donc Matt, Pedro, Crevette, donc Cyril Drevet, Iggy, j'en ai parlé, Chris, donc le rédacteur de cet ouvrage, alias Chris Fighter. Donc il y en a plein, Ed Wood, pour ceux que je connais, dont les noms me parlent, parce qu'il y en a aussi certains qui ont pas forcément écrit d'articles qui m'ont marqué. Marcus, donc youtubeur très connu, et même qui fait des émissions télé, il a commencé sur Player One. Comme Crevette, Crevette. Cyril Drevet, aujourd'hui, il est toujours journaliste, mais journaliste sportif. Et donc ici, vous avez les numéros, voilà, dans le temps, et qui a écrit dans ces numéros. Donc, voilà, pas forcément toujours... et aussi avec leur rôle, certains étaient rédacteurs en chef, d'autres étaient juste journalistes. Et donc là, les remerciements, les dessinateurs. Donc on a là les dessinateurs pour certaines couvertures. Donc Olivier Vatine, c'est le nom qui me parle le plus, et d'autres. Olivier Vatine et Olivier Fiquet, le numéro 25, ça je sais. C'est la couverture avec Sam Player et Chun-Li. Et donc ici, l'illustration donc de Olivier Vatine qui a été faite exprès pour ce numéro et qui existait donc en poster dans l'édition collector. Voilà, je tenais à vous présenter cet ouvrage. Alors voilà, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de blabla, pas beaucoup de photos, mais je crois que pour tous ceux qui ont connu cette époque-là, c'est vraiment une source de nostalgie. C'est vraiment... c'est nos années collège qui reviennent. Alors donc évidemment, à travers ces pages, j'ai eu des souvenirs
de Player One, mais j'ai vu également tout ce qui allait avec, hein, les parties endiablées avec les potes à la maison, puisque bah, on n'avait pas de partie réseau, il n'y avait pas d'internet, hein, ils venaient à la maison, on se partageait la manette, ou alors on jouait avec plusieurs manettes, hein, je me souviens de parties de Bomberman sur la Super NES, avec le multiplicateur de ports, on pouvait jouer à 4 manettes, je crois. Donc voilà, c'est des tas de souvenirs de ma Mega Drive que j'ai racheté à Nicolas Pantalacci, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Monsieur Lune, hein, chanteur sur Paris, qui fait des spectacles, alors hommage à Renaud, qui chante aussi ses propres compositions, qui fait aussi des spectacles pour enfants. Si je retrouve le lien vers sa page internet, je vous mettrai le lien en bas parce que bah, c'est un artiste qui a du talent, c'est pas seulement un copain, c'est aussi un artiste qui a du talent et bah voilà, vous voyez, ces années Player, ça m'a rappelé bah, que la Mega Drive que j'ai, c'est à lui que j'ai racheté d'occasion. C'est les virées avec les potes sur Paris pour aller dans les boutiques pour choper les jeux en importation parce qu'on n'était pas sûr qu'ils sortent en France. Hein, sur Super Nintendo, Dragon Ball Z en jeu de combat. On ne savait pas s'il allait sortir en France ou pas. Dès qu'on a su qu'il était importé en France, hop, on est allé l'acheter. Voilà, c'est des tas de souvenirs comme ça qui remontent à travers la lecture de cet ouvrage. Si, comme moi, vous êtes la génération console de jeux 8 bits, franchement, je vous recommande cet ouvrage, même si vous n'avez pas connu Player One ou si vous ne lisiez pas ce magazine-là. Je vous recommande quand même ce livre parce qu'il parle pas seulement de Player One, alors bien sûr, il parle de Player One, mais à travers Player One, il parle de cette époque, il parle du journalisme de console à l'époque, les moyens qu'avaient les magazines. Je pense que la façon dont les articles étaient construits, la façon dont les photos étaient prises, c'est quelque chose qui était assez similaire d'une rédaction à l'autre, même si chacun avait sa patte, chacun avait sa façon d'écrire, avait également ses sensibilités sur tel ou tel jeu. C'est quand même une bible d'information. Voilà, j'en ai fini, la vidéo était longue, je pense que ceux qui ont tenu jusqu'au bout, je vous félicite, parce que, encore une fois, c'est pas très visuel, c'est beaucoup de blabla, mais comme les livres qu'on vous présente et celui-là, bah, il n'y avait pas beaucoup de photos. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous en avez eu le courage. N'hésitez pas à parler de vos expériences, on va parler des expériences des années Player, puisque c'est le sujet, dans la section commentaires, comment vous avez connu le jeu vidéo, est-ce que vous avez connu cette époque? Est-ce que vous aussi, vous êtes mis à rêver, à vouloir avoir une NES, une Master System, une Mega Drive, une Super Nintendo? Et encore après, moi-même, personnellement, j'ai passé de console en console. Hein. J'ai eu la Master System, la NES, la Mega Drive. Mon frère a eu la Super Nintendo. J'ai eu la Nintendo 64 et la PlayStation. La Game Boy, la Neo Geo Pocket, hein, je vous ai pas parlé de la Neo Geo, hein, donc cette console qui était une borne d'arcade à la maison. À l'époque, je crois qu'elle valait 3 ou 4 000 francs. Alors, ça vous parle pas, je vous laisse faire la conversion. Hein. 1 euro, c'était 6,55 957 francs. Donc, je vous laisse faire la conversion, mais c'était une sacrée somme pour l'époque. Et le moindre jeu valait 2000 francs. Donc, ce qui fait, je crois, 2000 francs, bah, ça fait 300 euros. Hein, mais sans parler de l'inflation, sans parler que les salaires n'étaient pas les mêmes, voilà. Donc c'était la Rolls importée par Guillemot International, qui deviendra par la suite Ubisoft. En tout cas, c'est les mêmes patrons. Donc voilà, c'est vraiment. N'hésitez pas à me raconter vos anecdotes, je serais très très intéressé de partager ça avec vous. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les liens que je vous ai donnés, hein, la chaîne d'Edouard, la chaîne de mon copain chanteur, et puis également les 2 vidéos de Cyril Drevet, hein, que ce soit sur Télévisateur 2 ou sur la découverte de ce magazine. C'est vraiment très enrichissant, enfin de cet ouvrage, pardon, c'est très enrichissant et très sympa. Je vous encourage à aller voir. En attendant, ciao, prenez soin de vous. Au revoir.